Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, c'est un coup de dimanche, je suis quoi à la con! Rick et Morty. Rick et Morty, c'est une série créée par Dan Harmon et Justin Roiland. L'équipe de X est majoritairement fan de cette série, mais nous allons pas nous attarder sur la série dans son entièreté. On va parler de quelques épisodes, c'est une conversation à bâton rompu, et on va peut-être s'attarder plus sur un épisode bien précis de la saison 3, Confusion à Ricklantide. Pour ce faire, j'ai un penseur du futur ayant dérapé dans mon salon avec sa DeLorean. Ce chercheur fou saura vous indiquer qui suis-je, moi qui dis je. Prenez le temps de réfléchir, elle n'est pas si compliquée que ça la phrase. Je parle bien sûr de Cyril. Ça va, Bonjour. Ça va Cyril? Ah, ça fait longtemps. Bah dis donc. Comment on se retrouve? Donc la dernière fois que les auditeurs ont pu t'entendre, c'était sur le podcast par rapport à Hook. Oui. Et là on se revoit parce qu'on avait tout simplement envie de parler de Rick et Morty. Parce que c'est bien de parler de Rick et Morty. Parce que c'est génial Rick et Morty. Ouais, c'est bon pour la santé et tout. Quand je fais la philosophie, parce que normalement je suis professeur contractuel, Ouais. quand je veux parler de la philosophie, j'en parle de Rick et Morty. Voilà. Je leur dis mais c'est super, et j'analyse une séquence en particulier, celle qu'on va un peu, on va discuter Ouais, de ça, mais on va un peu en discuter. T'as découvert ça comment, Et Rick c'est et Morty, génial. d'abord? Rick et Morty, j'ai découvert ça grâce à Alexandre. Donc, récurrent de l'équipe de X. Hein. Voilà. Il me fait découvrir ça, puis je tombe absolument fan du truc. Tu connaissais pas Community avant? Si, je connaissais Community, mais Tu connaissais pas le lien fait les liens. entre... D'accord. J'avais jamais fait les liens, effectivement. D'accord, parce que moi, pour le coup... non, que je dise pas de conneries, j'ai d'abord découvert Rick et Morty. J'ai d'abord découvert Rick et Morty parce que les Simpsons. C'est-à-dire que t'as un des épisodes des Simpsons qui s'ouvre et le gag du canapé, c'est Rick et Morty. Et du coup, je me dis, putain, mais c'est quoi ce truc de psychopathe, quoi? Et donc, je cherche. Et au début, j'étais pas chaud parce que je voyais les références à Retour vers le futur. Et j'avais vraiment peur de ça. J'avais vraiment peur d'un truc postmoderne, clin d'œil années 80. J'avais peur que ce soit Stranger Things, en fait. Et du coup, je regarde parce que je voyais bien que vous deux, vous étiez complètement en train de délirer autour de ça. Et en fait, quand j'ai regardé Rick et Morty, là, j'ai vraiment pété un plomb parce que c'est même pas que c'est postmoderne, c'est du post-postmoderne. Enfin, faudrait inventer un terme. Non, mais on est ailleurs. Hein. Du méta postmoderne. C'est du méta postmoderne. Non, mais on est vraiment ailleurs en fait. Et après, moi, j'ai découvert Community après. Et en fait, j'ai vraiment découvert un artiste incroyable, hein, savoir. Alors, je sais qu'il y a aussi Justin Roiland, je l'enlève pas de l'équation de Rick et Morty, mais moi, c'est vraiment l'aspect narratif qui me rend fou dans Rick et Morty, et ça, on le doit à Dan Harmon. Et déjà, Community, c'était complètement psychopathe, quoi, ce qu'il faisait. Ouais. C'est un mec qui est d'un talent assez fou, quoi. Et c'est jamais des références gratuites, c'est jamais des. Donc ouais, non, je trouve ça assez fou. Alors, je te propose, je fais une espèce de pitch léger d'abord pour les auditeurs, des fois qu'ils n'auraient pas vu. Donc Rick et Morty, des fois que vous savez passer à côté, c'est la série phare Netflix, ça a été un grand argument de vente pour Netflix. C'est une série animée qui a 4 saisons pour l'instant. Donc là, on est à la moitié de la saison 4 au moment où on enregistre ce podcast. Ça se trouve, il va sortir quand l'autre moitié sera sortie, donc je suis pas très au courant des faits, mais... En tout cas, voilà, pour l'instant, il y a 4 saisons. C'est une série qui, le pitch de base, comme je l'ai dit, rappelle Retour vers le futur. C'est-à-dire qu'on a un scientifique fou, qui est donc Rick. Il mène des aventures à travers différentes dimensions, à travers le temps, avec son petit-fils, c'est un Morty, d'où le Rick et Morty. Et Morty, référence directe à Marty McFly. Et lui, il a un vaisseau spatial, il a un pistolet qui le permet d'aller de dimension en dimension. Et on retrouve aussi un côté Doctor Who dans ce côté on part à l'aventure, on se prend pas trop la tête et c'est très feel good en fait dans l'émotion, sauf que ça c'est le point de départ et très vite la série elle va mais alors exploser les concepts de SF, mais ça te challenge, c'est assez hallucinant. Moi j'adore donner cette anecdote là, hein. C'est que je regardais Rick et Morty à un moment où je travaillais pour une association où on faisait de l'éducation aux images en fait. On donnait des cours de cinéma à des lycéens. Et c'était au moment où Premier Contact de Denis Villeneuve était sorti. Alors ceux qui aiment Premier Contact de Denis Villeneuve, vous avez le droit d'aimer, hein, c'est pas mon propos, mais un moment, un de mes collègues se posait la question du est-ce qu'on met Premier Contact au programme des lycéens? Parce que j'ai peur que ce soit compliqué et qu'ils comprennent pas.
Et ma réaction, et ça l'a vexé comme un pou parce qu'il pensait que je me moquais de lui, mais j'étais premier degré. J'ai dit non, mais t'inquiète pas pour tes lycéens, parce que s'ils savent regarder Rick et Morty, je pense que premier contact, ça va aller tout seul. Et ça l'a vexé parce que c'est un cartoon. Et donc il y avait ce côté, oh mon dieu, il compare mon film de cinéma avec un cartoon. Là où, non, objectivement, premier contact, ça va. Premier contact, c'est une scène d'intro de Rick et Morty. Rick et Morty, à la fin de l'épisode, ils t'ont déjà déboulonné le tout, quoi. Donc voilà, Rick et Morty, c'est ça. Et en plus, c'est une série qu'il faut beaucoup lier avec la vie de Dan Harmon, notamment sur l'aspect dépression, Ouais. sur comment on sort de la dépression, sur ton rapport à ton œuvre. Et ça, c'est un peu ça qui est intéressant, quoi. Je sais pas, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ton appréciation sur comment t'apprécies Rick et Morty? Non, parce que comme beaucoup de personnes, en fait, j'ai consommé du Rick et Morty, c'est-à-dire que je les ai regardés, je trouvais ça super sympathique, il y avait des blagues qui me faisaient marrer, je comprenais 3/4 des références, pas toutes. Et c'est seulement depuis quelques temps que je me rends compte que, ah merde, attends, il y a un truc plus profond, en fait. D'accord. Il y a de vraies idées, des fois ils traitent de sujets. On pourrait vraiment faire tout un cours de philo rien que sur une séquence de Rick et Morty, en fait. Ce que tu vas nous faire tout à l'heure. Ce que je vais pas faire un cours de philo, mais Mais on va discuter d'une séquence. Disons que si on parle de l'épisode Confusion à Rick Lantide, tu peux pas t'en empêcher, quoi. Voilà. Forcément. Chasser le naturel, il revient au galop quand même. C'est ça. Mais donc du coup, c'est ça qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait même quand toi, dans un c'était- premier temps, t'appréciais, et c'est ça. dans un second temps où t'as vu l'aspect réflexif. C'est ça. Ouais. Quand je me posais pas mal de questions sur l'écologie, sur comment fonctionne notre système politique, sur plein de questions qui vont de tous les bords, je me suis rendu compte que Rick et Morty en traitaient quand même pas mal et Ouais. de façon assez intelligente. Et ce qui est assez rigolo, c'est que même quand je demandais à mes élèves est-ce que vous regardez Rick et Morty, oui, ils le regardent, mais comme moi avant. Donc on le consomme sans vraiment réfléchir, quoi. On aime bien Rick et Morty et on achète la Ouais, figure alors que- pop et le t-shirt. Ouais, alors ça c'est un autre problème qui est beaucoup plus long sur comment on considère la culture populaire aujourd'hui et comment cette culture qui avant était une culture geek, je sais pas quand ce podcast va sortir, mais je crois qu'Alexandre justement nous prépare quelque chose pour X vis-à-vis de cette question-là, sur comment comment redéfinir la culture bis en fait, comment redéfinir qui tu es en tant que geek. Et c'est vrai que moi j'ai vu, mais la série parle de ça en creux, hein, enfin en creux. C'est-à-dire que, mais c'est extérieur à la série. Ce que tu dis là, c'est super intéressant sur ceux qui consomment Rick et Morty parce que c'est une des sources de dépression de Dan Harmon, c'est Ouais. ces gens-là. Du coup, je fais ma petite parenthèse à ce moment-là, quoi. Dans la liste de ce qui moi m'intéresse dans Rick et Morty, il y a aussi ça. C'est-à-dire que moi, je me suis mangé Rick et Morty, ça a été un vrai choc. Hein. Ça a été un vrai choc parce que j'avais ce côté, putain, c'est fun, c'est pas prise de tête. Genre, si tu veux te détendre, Rick et Morty, il y a rien de mieux. Mais en même temps, dans cet aspect de détente, il te fait passer un nombre de messages à la fois intelligents et subversifs qui est complètement fou. Et de voir cette intelligence, en fait, cette espèce de bloc d'intelligence, ça m'a dépassé. Hein. Moi, vraiment, Rick et Morty, ça m'a dépassé pour ces raisons-là. Et en fait, il y a eu un moment, selon moi, qui a été un moment décisif dans mon appréciation, qui a été... j'ai pas été le même fan avant et après, ça a été la saison 3. C'est-à-dire que moi, la saison 3... Là où avant j'étais vraiment un fan admiratif, tout ça, je suis devenu un fan admiratif, mais en plus aigri d'une certaine manière. Parce que, on va parler de Mulan hein, et de la sauce Szechuan, mais c'est un excellent exemple, hein, mine de rien. C'est-à-dire qu'en gros, Dan Harmon, ce dont on est en train de parler, Dan Harmon parle de ça dans Rick et Morty. Il parle toi en tant que créateur, qu'est-ce que tu fais de tes références ? Et est-ce que tu as envie d'être juste un fan qui porte un t-shirt parce que c'est cool, ou est-ce que tu te projettes dans une œuvre, tu y trouves un sens, et c'est le sens que tu as trouvé qui fait que tu es fan. Et Dan Harmon pense profondément ça. C'est-à-dire que Dan Harmon, Community, il y a un épisode de Community où l'enjeu de l'épisode, c'est de faire un jeu de rôle, une partie de jeu de rôle, pour sauver la vie d'un mec. C'est-à-dire que c'est un mec qui est sur le point de se suicider. Et la partie de jeu de rôle, c'est le seul moyen de lui sauver la vie. C'est-à-dire que le rapport qu'a Dan Harmon vis-à-vis de la pop culture et de la culture geek, on en est à ce point-là. C'est-à-dire que Dan Harmon, c'est vital pour lui. On rigole pas de ça. On peut plaisanter parce que c'est ludique, mais c'est important. Et t'as tout un épisode de Rick... Enfin, lui, quand il aborde Rick et Morty, en tout cas, il l'aborde comme ça. Et il te fait un épisode de Rick et Morty où, en gros, pour développer le personnage de Rick,
pour montrer le côté problématique de Rick. Parce que ça aussi, c'est que Rick te fait beaucoup rire au début, et plus t'avances, plus tu te dis, non mais en fait, je le veux pas comme papy, en fait. C'est quelqu'un de ultra malsain. Humainement, c'est un vrai connard. C'est-à-dire, c'est le pire père que tu puisses imaginer, et c'est le pire grand-père que tu puisses avoir, très clairement. Et l'un des épisodes qui le démontre, ça, il t'en fait un gag, mais en même temps un gag qui te dit quelque chose du personnage. C'est un épisode où il est capable de tout, voire du pire, juste pour retrouver la fameuse sauce Szechuan, qui était une sauce qu'avait fait McDo pour faire la promo du film Mulan. C'est le premier épisode de la saison 3. Ah bah voilà, tu vois, c'est ce premier épisode. Moi, au moment où cet épisode arrive, je me dis, oh putain, quel connard Rick, quoi, tu vois. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé auprès des fans. Il s'est passé, et là dans notre vrai monde, pas dans la série, c'est que les fans de Rick et Morty ont fait des pétitions et des manifestations pour qu'on remette la sauce Szechuan. À quel moment vous êtes déconnecté de l'œuvre à ce point ? Et ça a détruit Dan Harmon, hein. Il le vit super mal. Et la saison 4 parle de ça pour le coup. La saison 4, il est vraiment dans une déconstruction de Rick et Morty. Oui. Il est en train de faire un vrai coup de Trafalgar à ces fans-là. L'épisode Pickle Rick. Oui. L'épisode Pickle Rick, c'est sans doute le truc le plus dépressif et violent que j'ai vu de ma vie. Mais le nombre de t-shirts Pickle Rick que je vois, le nombre de hashtags Pickle Rick, de mecs qui sont morts de rire. Mais oui, mais je peux pas leur en vouloir. Parce que oui, l'épisode est drôle. C'était l'un de mes préférés au début. Ouais, et c'est toi qui m'en as parlé. C'est là que je me suis dit, ah ouais, parce que même je l'avais pas vu, ce que tu vas dire. Et ouais, moi ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un épisode où. Moi je voyais les mecs, ouais, mais c'est trop marrant, c'est machin. Oui, d'accord, mais n'empêche que c'est un épisode où Rick. Donc le pitch, c'est Rick se transforme en cornichon, mais en fait c'est une excuse. Donc il fait à sa fille, hein, regarde, j'ai réussi à me transformer en cornichon. Ce qui fait que sa fille, ouais, c'est bien papa, mais on avait rendez-vous chez le psy en fait. Donc tu fais chier, parce que là, tu t'es mis dans ta merde là, et on va pas aller chez le psy du coup. Et Rick, en fait, lui il se retrouve un peu baisé, et tout l'épisode, c'est je dois retrouver ma forme humaine. Pour pouvoir aller à cette séance de psy, parce que j'ai déçu ma fille. Et à la base, c'était ça, hein, il s'était transformé en cornichon parce qu'il avait pas envie d'aller chez le psy, quoi. Et donc, tout l'épisode, tu vas avoir des idées, mais alors là, c'est là où tu vois que c'est des psychopathes, hein, Roiland et Dan Harmon, parce que t'as 80 idées à la seconde dans cet épisode, hein, c'est juste fou furieux. Et l'épisode est hyper drôle, il est super bien fait, et Rick arrive, grâce à son intelligence évidemment supérieure à l'humanité, c'est oui, que Rick est très intelligent, et cet épisode nous le démontre, il va chez le psy. Sauf que arrivé chez sa psy, la fin de l'épisode, c'est la psy qui fait c'est bien Rick, oui, vous êtes très intelligent, et alors ? Oui. Et et alors, mais il est d'une violence totale, parce que Rick, qui n'a fait que se définir par son intelligence, qui ne fait qu'asseoir son autorité par son intelligence, toute sa vie, c'est ça. Toute sa vie, c'est je m'occupe pas de ma fille parce qu'elle est trop conne pour le comprendre. Je m'occupe pas de mon petit-fils parce que de toute façon, il comprend pas ce que je vais lui dire. Et là, il se retrouve devant une psy qui fait bah oui, et là, il prend conscience que putain, mais en fait, ça n'explique pas tout. Non, ça ne suffit pas, l'intelligence. Ça suffit pas. L'intelligence suffit pas. Donc oui, je suis très intelligent, mais je suis le pire père qui existe. Ouais. Et c'est super violent en fait, et c'est un épisode qui est super violent. Et du coup, la réception de Pickle Rick par les fans, ah ouais, Dan Harmon, ça a été dur quoi pour lui. Donc c'est vrai que moi j'ai un rapport avec Rick et Morty qui est compliqué parce que j'ai pas envie de trop l'intellectualiser. Parce que dire que Rick et Morty c'est un truc pompeux, intello, machin, c'est complètement fou. Mais en même temps, ne parler que de l'aspect fun, lol, tout ça, c'est très réducteur aussi en fait. On loupe un bout. On loupe un bout. Et d'ailleurs, cet épisode-là marque très bien ça, c'est qu'on va avoir une violence qui va être physique. Donc le cornichon qui va buter des cafards, qui va buter des rats, qui va buter des agents de la CIA, enfin des agents russes. Ouais, ça va loin. Hein. On y va, on est galvanisé par la violence. Ouais, Pickle Rick, on est content. Et après, tu as une autre violence que l'on peut ne pas saisir tout de suite, qui est une violence psychologique, c'est-à-dire, oui, intelligent, super, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être un individu qui se sent bien dans ses paumes, qui se sent uni avec lui-même, tout ce qu'on veut, bref, en paix. C'est ça. C'est ça. Et la saison 4 continue là-dessus. On va rester sur la saison 3. Je crois que quand on s'est mis d'accord sur le fait que toi et moi, on voulait parler de Rick et Morty,
Toi, spontanément, c'était Confusion à Rick Lantide, Ouais. et notamment une séquence qui te tient particulièrement à cœur. Donc moi, j'ai pu parler de l'Association et Pickle Rick. Toi, c'est plutôt quoi, toi, quand on me dit Rick et Alors, Morty? moi, c'est le premier truc qui m'a vraiment choqué quand je l'ai revu, parce que je l'ai vu plein de fois, Confusion avec Atlantide. Pour faire le pitch, en gros, on va suivre non pas Rick et Morty, les Rick et Morty originaux, C'est un épisode bien particulier. la en plus. dimension C137, mais on va voir la citadelle des Rick, où on va suivre plusieurs Rick et plusieurs Morty. Et quand je dis que c'est une série qui a des concepts de SF fous, c'est que là, dans ma tête, j'étais en train de me dire « Ah, mais ce serait peut-être bien de recontextualiser, c'est quoi Citadelle d'Eric ?» On le fera pas. Non, parce que, genre, un moment, je veux bien dormir la nuit. Donc, donc si vous avez vu Rick et Morty, on est dans la Citadelle d'Eric. Si vous n'avez pas vu, bah regardez, parce que c'est en termes de SF. Non, démerdez-vous. Ah ouais, non, mais on n'a pas le temps. On est sur du très très fort. La seule chose que je peux dire avant d'attaquer ma séquence, Ouais. c'est que dès le début, dès le générique, on va te montrer des Rick qui sont plombiers, qui galèrent, et des Rick qui sont ultra riches. Voilà. C'est une et société où tout le monde ne sont que des Rick. C'est que des Rick et des Morty. Donc on Voilà. a bien sûr plein de références avec les populations afro-américaines aux États-Unis. Avec Donc les tu peux te Morty. retrouver avec un Morty, puis t'as des variantes de Morty. T'as un Voilà, Morty qui est petit et gros, un qui est musclé, Voilà. un qui est... On enfin, a, voilà. on a plein de messages. Cet épisode-là traite de plein de choses. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que c'est une citadelle qui est profondément inégalitaire, que cette inégalité est structurelle. Et ça veut dire qu'en fait, ça fait partie de la structure de notre société. Un Rick ouvrier, alors qu'il est le même Rick, avec la même intelligence qu'un autre Rick qui est patron d'usine, qui est Parce que multimilliardaire. c'est tous les mêmes Rick. C'est le même. Mhm. C'est le même. Et pourtant, il y en a un qui est pauvre et il y en a un qui est riche. Donc, c'est pas une question de mérite. C'est pas Non. une question de volonté. Non. C'est une question qu'il y a autre chose, et c'est peut-être la citadelle le problème. Mhm. Et c'est ça que va te dire la séquence que j'ai envie de te parler. La séquence, c'est très facile. C'est le Rick ouvrier. Donc, on commence dans une usine dans laquelle on fabrique des gaufres. Les gaufres Rick le Simple. Rick le Simple qui sont fabriqués à partir d'un Rick. On le met dans une réalité virtuelle. On lui fait vivre un même bonheur. Donc en fait, Rick le Simple, pourquoi ? Parce qu'il a choisi une autre vie qui est de s'occuper de sa fille. Il sécrète dans l'endorphine, la dopamine, tout ce qu'on veut. Et à partir de ça, cette sécrétion, on la prend et on l'injecte dans les gaufrettes. Et donc... Ce qui est déjà hyper intéressant en plus, le fonctionnement de Bah alors, je vais y venir plus Si tard. bien Tout je te ça laisse. fait partie justement. Ok, bah, je c'est pour te ça laisse. que j'insiste sur ce truc-là. Donc Rick le Simple, c'est que on va bouffer des tablettes qui nous fournissent du plaisir Voilà. à partir de quelqu'un qui est assis sur une chaise avec des électrodes dans le truc et on lui pompe littéralement ses sécrétions hormonales. C'est ça. On lui La pompe son sécrétion cerveau, de on lui plaisir enlève qu'il a, sa en vie. fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Et dans cette usine-là, il y a un Rick. On le voit à la chaîne. On voit le patron qui arrive, qui fait bon les trous du cul, moi je me casse. Fallait pas que ça arrive. Il en faut un pour me remplacer. 2 secondes de blanc. Donc il y a un Rick qui fait ah, t'as qu'un moyen de monter en grade, donc petit espoir. Et là c'est donc mon remplaçant, c'est Rick le cool. Et un autre Rick, ouais je sais, je suis là depuis 2 semaines, mais que voulez-vous ? Je suis Rick le cool. Donc là, on t'a dit la base. Là, j'ai déjà dit inégalité structurelle. Là, tu te la manges en pleine gueule. Là, quoi. tu comprends que la Le méritocratie, gars- c'est faux. Il sert à la méritocratie, ça n'existe pas. Et c'est pas une question de volonté, pas une question de tout ce que tu veux. C'est qu'il arrive, il l'est. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Ouais. C'est ce qui se passe aussi dans notre société actuelle. Mais bon, ça, ça prendra trop de temps pour en parler. Mais en tout cas, c'est de ça dont ça parle en fait. C'est de notre société qui est profondément inégalitaire et qui te vend une méritocratie pour mieux te niquer par derrière. Ce mec-là, au fur et à mesure de l'épisode, on va le voir plus tard, va péter un câble. Il va prendre son marteau à gaufres et il va défoncer son patron avec. Il va lui tirer dessus. Et là, il fait merde. Qu'est-ce que je fais ? Il se réfugie dans la salle où est Rick le Simple, qui est attaché, qui est Avec porté les partout. électrodes, avec Voilà. Il met les lasers et il voit un petit peu il sait pas tellement quoi faire. L'épisode se suit, on le retrouve. Donnez-moi un pistoportail, je veux m'en aller. Il fournit un pistoportail, sauf qu'au lieu de s'en aller lui, il emmène Rick le Simple et Rick le Simple se fait déchiqueter par une émotion des déchiqueteuses. C'est ça. Et au moment où les soldats vont l'arrêter, il y a le patron qui est un Willy Wonka Rick qui C'est se ça. ramène et qui fait
non, ne faites rien, mais monsieur, c'est un terroriste. Mais quel Rick ne l'est pas? La citadelle des Rick a été conçue pour protéger les Rick, qui sont tous des terroristes. Quel âge avez-vous, monsieur? Bah, j'ai le même âge que moi. Depuis quand travaillez-vous ici, monsieur? Depuis 10 ans. Ah, quelle année avons-nous souffert? Venez, monsieur, vous avez raison de lutter. Ce qu'il dit, ce mec, c'est qu'il te le dit pas, il te le montre par sa gestuelle. Il l'emmène, il fait, vous avez eu raison. Et là commence une voix off, déjà. Il existait parmi les Rick, un Rick qui ne s'est pas laissé abattre par le système et qui a lutté pour. Ça, en gros, c'est le message. Et on voit le Rick ouvrier qui traverse l'usine avec tout le monde qui fait « Ouais, super, t'as lutté et t'es récompensé pour cette lutte parce que t'as lutté pour une cause juste. Oui, c'est inégal, oui, c'est injuste, ça ne marche pas, t'as bien fait. » Et au moment où on lui tend les clés vers sa nouvelle limousine, donc récompense, t'as lutté, t'es récompensé, que fait Willy Wonka Rick? Il prend un pistolet, il lui tire dessus, il s'endort, et là on comprend que c'est lui, de nouveau, c'est Rick le simple libre, et on lui met en boucle cette image de il a réussi, il a lutté contre le système, et il en est récompensé, et en faisant dopamine, endorphine, qui fournissent que les gaufres. À un moment où logiquement il est censé renverser le système le récupère pour en faire la nouvelle fabrication de gaufres en fait. Et c'est ça qui est intéressant. On prend ce révolutionnaire-là, on prend ce personnage de révolutionnaire pour littéralement devenir le cœur du système. Et en fait, on lui pompe toute sa substance. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ça, c'est que tout ce qui faisait sa lutte ne devient qu'une illusion. Et c'est en cela que c'est super fort. Parce que le gars croit qu'il lutte, il est dans l'illusion d'une lutte. Et le système récupère cet acharnement, ces efforts pour son propre compte. Moi, ce que j'avais apprécié avec cet épisode-là, c'est que au départ, quand c'est Rick le Simple qui est aux électrodes, donc Rick le Simple, c'est celui à qui on pompe la dopamine, tout ça pour faire les gaufres, mais lui, l'image qu'il a en boucle, c'est de lui avec sa fille. Mm-hmm. Et en fait, ça en dit long aussi sur la psyché de Rick, parce qu'on est dans la tête de Rick, là, dans la citadelle. Mm-hmm. La citadelle, c'est ce qu'il y a dans la tête de Rick. Et Rick transforme, ne voit pas que le bonheur d'être avec sa fille est un vrai bonheur pur. Il en fait des gaufres. Oui. Il en fait un objet en fait, il en fait un ouais non mais ça c'est des sucreries ça. Il met ça sur le même plan quoi. Et comme il a peu de considération pour ces choses, c'est ça qui le rend profondément malheureux Rick en plus. C'est que comme tout n'est que intelligence, business, marché, science, algorithme, machin, bah, le simple fait de déconsidérer du temps passé avec sa fille, c'est ça qui le rend malheureux. Et ce qui est génial, c'est que dans l'épisode, donc ça c'est l'aspect psychanalytique par rapport au personnage de Rick, mais si on revient sur l'aspect société, c'est que oui, la société te vend un faux bonheur. C'est-à-dire que l'émotion que tu es censé avoir quand tu passes du temps avec tes enfants, bah aujourd'hui tu peux l'avoir à 3,40€ en te payant un paquet de gaufres, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Mais derrière, on te fait comprendre que le sentiment de révolte aussi. Oui. Et ça, il n'y a pas besoin de Rick et Morty pour le documenter. Moi, j'adore donner cet exemple-là. C'est quand le rap américain est arrivé. Quand le rap américain est arrivé, on a eu quelque chose qui venait d'en bas, qui venait des quartiers populaires, qui faisait peur à la société. NWA, ça a été un vrai choc quoi, culturel pour l'Amérique. Et derrière, il y a eu Run DMC qui est arrivé. Et Run DMC qui reste du rap, qu'on peut aimer musicalement, c'est pas le problème. Moi aussi, je m'amuse sur du Run DMC. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est passé de NWA qui avait un vrai propos, qui avait une vraie rage, à Run DMC qui déjà c'était un petit peu plus light. Hein. Et surtout, ils ont eu un partenariat avec la marque Nike, et le slogan c'était « La révolution c'est bien, en Nike c'est mieux ». Ah ouais. Là on est bon là. Hein. Ah ouais. En termes de lutte récupérée par le système, et je vous invite tout simplement à revoir, je vous rappelle que voilà... C'est du communo-capitaliste ce truc. Ah non, mais de toute façon, c'est un communisme sentiment, libéral. C'est un sentiment qu'on peut vite comprendre, hein, parce que dans la culture, quand tu t'intéresses aux contre-cultures, comme c'est le cas de X, ce qu'on essaie de faire en tout cas, c'est un syndrome qui arrive quand même souvent et qui peut faire mal au cœur quoi. C'est que tu vois David Cronenberg qui était un cinéaste hyper choquant, hyper trash, vraiment particulier avec une vision du monde bien précise. Bon bah maintenant le mec il est complètement récupéré quoi. Il est récupéré par les institutions. Justement, c'est ça voilà. Tout le propos de cette séquence-là, moi, c'est ça que j'y vois. Déjà, j'y vois deux choses. Quoi. Pour revenir, une petite parenthèse à ce que tu disais sur la psyché de Rick, il faut savoir que cet épisode-là, c'est l'épisode 7, Pickle Rick, c'est l'épisode 3, donc c'est dans la continuité. Donc c'est dans la continuité, donc c'est intéressant ce que tu as dit. Ouais. D'un point de vue sociétal, maintenant,
Ce que te montre Rick le Simple, c'est que tes plaisirs, oui, ils sont faits avec l'exploitation d'une population. Quand tu prends du café, quand tu prends du chocolat, à un moment donné, il y en a un qui se fait exploiter. Ouais. C'est ça que ça dit, c'est que pour un bonheur, on va pas hésiter à pomper la substance des individus. Ouais. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est très facile à voir, c'est une lecture très facile. Maintenant, effectivement, par rapport à cette récupération de la lutte, c'est le même phénomène. C'est exactement le même phénomène. C'est le lycéen qui se dit communiste et qui va acheter un t-shirt Che Guevara à 5 €. C'est ça. Mais on est là, ou alors acheter ses Rangers hyper cher. On n'a rien contre lui, parce que j'ai oui, été ce lycéen-là. Hein. mais moi aussi, genre, voilà, moi je me disais communiste, anarchiste, j'avais lu ni l'un ni l'autre, je connaissais rien du tout. Mais ça faisait classe. J'avais un lacet rouge sur mes Rangers, j'étais content. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, ça va être même rejoindre un petit peu le truc sur Hook sur l'identité, parce qu'en fait, cette façon de se rapporter à une lutte, elle est plus identitaire. Elle sert plus une identité. Ah, mais moi je suis plus comme ça, je me revendique plus comme ça, plutôt que réel. C'est pas forcément une véritable lutte. Je serais pas assez qualifié pour te répondre à ça parce que c'est une question que tu maîtrises beaucoup mieux que moi, mais en tout cas dans ce que tu dis, moi ce qui est sûr c'est que le Rick là, qui devient une espèce de révolutionnaire, c'est que moi dès le début de l'épisode je me suis dit lui il va se faire niquer. Parce que le point de départ de sa lutte, ça n'a pas été j'ai pris le temps de... C'est pas Neo dans Matrix. C'est pas j'ai pris le temps de faire un long parcours pour comprendre tous les rouages du système pour trouver le meilleur moyen de le niquer de l'intérieur. C'est pas ça qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a été fâché parce qu'il a pas eu le poste qu'il voulait dans ce système. Si on lui avait donné le poste qu'il voulait... Et il aurait été très content de prendre la place. Et voilà, fin du truc. Ouais. Et du coup, ce sont des mauvaises raisons. À ça, je peux que renvoyer, je vais pas trop en dire parce que j'ai peur que ça spoil ce grand film aux auditeurs, mais s'il y a des auditeurs qui écoutent ce podcast et si ce qu'on dit là, ça vous intéresse, il y a Sidney Lumet qui a fait un film qui s'appelle Network, et c'est... je sais pas si tu l'as vu, toi, depuis... Putain, ça c'est incroyable, ça. Ah ouais, ça c'est fou. Et pareil, un présentateur télé, je fais le pitch rapidement, mais un présentateur télé qui pète un plomb, et qui tous les soirs à 20h, plutôt que présenter le journal, il déblatère ce qu'ils pensent. Donc des propos chocs, des propos voilà. Et la télé décide de non, on va le garder à l'antenne. Oui. Et voilà. Et du coup, il pense que pour lui, c'est un vrai acte révolutionnaire. C'est fou ce qu'il fait. Et on va pas trop en dire. On va vous laisser. Ouais. Il y a le même propos dans, je pense, que c'était l'épisode 2 ou l'épisode 3 de Black Mirror, la saison 1. C'était un des tout premiers avec. Je connais moins bien Black Mirror. L'épisode où le gars ils sont toujours face à des écrans, ils pédalent pour trouver des unités. Et il y avait aussi un propos de comment on récupère une lutte en fait, parce que lui pète un câble devant tout le monde. Il veut se trancher à la gorge, je crois. Et en fait, il va répéter son discours en boucle. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est la récupération d'une lutte. C'est que alors d'un côté, oui, effectivement, il y a en vrai, il y aurait plein de choses à dire, on pourrait rester des heures sur cette séquence-là, parce que oui, effectivement, il y a tout ce côté de il lutte pour une mauvaise raison, et ça serait même intéressant de le penser. Moi, je me vais intéresser juste à cet petit aspect que présente aussi la séquence, qui est de dire le système reprend toujours. On en est, il va toujours t'englober. Tu penses lutter, il y a toujours un moment où il va t'englober, et ton effort pour lutter contre lui va l'alimenter. Donc, alors ça, c'est un exemple qu'on m'avait donné. Je ne sais pas si... je sais pas s'il est vrai, mais en tout cas, ça peut être une bonne expérience de pensée, en tout cas, qui pourrait permettre d'illustrer mon propos. Je ne sais pas si c'est vrai, mais encore une fois, ça illustre assez bien ce que je veux dire. C'est que, admettons qu'il y ait toute une population qui se dise non, moi je veux lutter contre la industrie de la viande, j'en ai marre, je veux une consommation plus responsable. Je vais me renseigner sur les aliments et tiens, je me rends compte que le quinoa c'est parfait, ça remplace la viande, ça remplace la maltraitance animale, ça permet aussi de déjouer un peu ce système qui exploite l'être humain sur donc je vais prendre du quinoa. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va se rendre compte qu'il y a une demande et donc les prix du quinoa vont augmenter, mais ce qui veut dire que les pauvres petits paysans qui bouffaient du quinoa pour vivre, pendant qu'ils travaillaient dans les champs, pour nourrir, pour cultiver du soja pour les bœufs, le prix du quinoa va monter et eux pourront plus bouffer. Ouais. Et alors, au-delà du fait que c'est vrai, c'est cette illustration qui explique parfaitement bien ce que je vois en tout cas
dans cette séquence de Rick et Morty. Ouais, c'est un exemple concret de... C'est ça. Ouais. On peut voir que faut vraiment faire attention à une lutte. Quand on lutte, il faut vraiment faire attention à ce que notre propos et notre pensée, notre propos et nos actions ne soient pas récupérés pour alimenter ce pourquoi on se bat, ce contre quoi on se bat. Ouais. Et c'est déjà ça en fait, quand ça devient juste identitaire, quand ça devient juste dire je lutte pour avoir lutté, c'est tout con. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais ayant été à la fac, j'ai déjà vu des licences, des premières années de licence vouloir manifester sans vraiment comprendre de quoi il était question, parce que c'était une question compliquée. C'était par rapport à la retraite, par rapport à machin, mais c'est compliqué. Ce genre de questions. Mais non, il faut lutter, et quand on les interroge, il n'y a aucun propos, il n'y a aucune cohérence. Lutter. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Il se trouve que j'ai rencontré des personnes qui étaient comme ça, et que cet exemple-là, précis, illustre ce que je veux dire, c'est que par moment, il est possible de voir que déjà, si on ne fait pas attention à notre lutte, elle peut être récupérée. Et donc, tous nos efforts vont servir l'autre contre qui on se bat, mais surtout, il y a un deuxième écart qui est qu'il est possible de lutter sans vraiment le faire en fait. C'est plus pour nous rassurer en se disant j'ai lutté. C'est plus ça. Et je trouve que cette séquence de Rick et Morty l'exprime vachement bien. Du moins c'est ce que j'y vois encore une fois. Complètement, non mais complètement. Et on pourra aller beaucoup plus loin. Et c'est ça le truc en fait. Et ça qui est intéressant aussi, c'est que toi là Enfin, on y a vu ça et moi j'y avais vu en plus et j'ai plus été touché par ça. C'est dans cet aspect... Parce que voilà, toi tu vas être plus touché par la philo, moi par l'aspect geek, ciné. Et moi j'avais vraiment ce côté, putain, c'est vraiment des mecs qui maîtrisent la SF. Parce que ça, c'est des idées qu'on retrouve dans Ghost in the Shell. Donc pas le film d'animation, la série. Il y a eu des séries Ghost in the Shell et dans la série d'animation, ils vont beaucoup plus loin là-dessus et surtout les Matrix, quoi. Donc oui, donc parce que je me suis dit, précise quand même des fois que des auditeurs comprennent pas la blague, parce que nous, si on commence à... Nous, on peut faire des blagues cryptiques, hein. On n'est pas marrant hein, comme gars, on est vraiment pas drôle en soirée. On fait des blagues, on est que deux à comprendre. Donc quand j'ai dit il peut reloaded, il est un peu reloaded, c'est par rapport à Matrix Reloaded. Parce que la saga Matrix t'invite à ça. La saga Matrix t'invite à comprendre les codes d'un film. À la fin du premier Matrix, t'es tout content parce que t'as tout compris le film. Et le second, il te dit non, en fait, c'est plus complexe que ça. Et le second te dit, Neo, en tant que héros, tu es qu'un pion dans l'échiquier. La matrice t'a prévu. T'es là, en fait. T'es un outil. Et il faut comprendre que ça s'applique à nos sociétés. C'est-à-dire que sur l'échiquier, certains leaders de révolte sont prévus, quoi. Non, c'est pas bien grave. Au contraire, parce que il va devenir une figure d'autorité auprès de ces gens-là. Je vais donner un exemple à la con qui est peut-être pas le meilleur, mais voilà, si tu dis écologie, peut-être que Nicolas Hulot est une parole qui peut se faire entendre. Si je le mets ministre, ils vont pas se plaindre. Et c'est comme ça qu'on récupère un truc, quoi. Et donc la question que t'invite à faire Matrix. Donc maintenant, après, je vous invite à revoir la trilogie et voir si c'est une réponse qui vous va. Mais là, en tout cas, les questions que se pose Matrix, c'est ça. C'est comment on fait pour lutter efficacement et comment on fait pour ne pas être simplement un reboot d'un système qui nous fait du mal. Effectivement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a la trilogie Matrix qui porte vraiment là-dessus et qui exploite le propos, qui le développe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette toute petite séquence dans Confusion en Atlantide te dit une scène, hein. Oui, non mais c'est vraiment un, ouf, un personnage balancé parmi d'autres histoires. Rick et Morty, et c'est pour ça qu'on te dit voilà ce qui se serait passé si tu réfléchis pas. Voilà ce qui se passe de manière générale quand tu réfléchis pas. Ouais, mais c'est ça qui est ouf en fait avec Rick et Morty, hein. Quand on insiste sur l'aspect complètement taré et fou et intelligent de Rick et Morty, quand je dis que moi je me suis mangé le truc en pleine gueule, c'est parce qu'on en est là. C'est parce que là, on vient de faire facile un quart d'heure, 20 minutes sur une séquence. Là, au début du podcast, j'ai fait peut-être 10 minutes, je sais pas combien de temps on est là, mais voilà, on est à 33 minutes de podcast à ce moment-là, là, au moment où j'enregistre. Donc là, on a une demi-heure, on a pris quoi ? On a pris 2 séquences chacun, mais on a pris 2 scènes. Et on n'a pas pris des épisodes, des complets, on n'a pas pris une saison complète, on n'a pas tout dit, et le pire c'est que là on discute, genre c'est c'est pas un truc préparé, là écrit, c'est vraiment pas préparé, quoi. C'est uniquement des réflexions personnelles qu'on se rabâche. Donc imagine si on avait vraiment développé notre propos. Donc c'est pour ça, Rick et Morty,
c'est une folie. Sur le fond, parce que là, on parle beaucoup de fond de scénario, mais aussi sur la forme. À la limite, là, tant qu'à faire, et moi, je pense qu'après, j'aurais fait un peu le tour de pourquoi j'aime Rick et Morty, mais aussi sur la forme, quoi. Parce que t'as rarement de... Comment dire ? T'as rarement d'idées de mise en scène folle ou jusqu'au boutiste dans Rick et Morty, c'est-à-dire que la mise en scène va rester classique et efficace, mais parfois il se permet des trucs. Mais quand il le fait, mais là tu sais de quoi je vais parler, saison 2 là, avec les différentes dimensions et qui te fait un split screen. Mais c'est du délire. Quand j'ai vu cet épisode là, mais je devenais fou. Mais vraiment, parce que... Donc, je recontextualise s'il y a des auditeurs qui n'ont pas vu Rick et Morty. Déjà, désolé, parce que ça doit être un peu compliqué un podcast comme ça si vous n'avez pas vu Rick et Morty. Oui, un peu. Mais, parce que je vous rassure, hein, Rick et Morty, c'est compliqué de base. Hein. Et même pas, en fait, parce que c'est très ludique. Donc c'est pas chiant et c'est pas compliqué. C'est ça qui est très fort avec eux. En gros, c'est un épisode où une seconde dimension se crée. Ouais. Sauf que comment la mise en scène va l'illustrer, ils vont pas faire un montage alterné où il va pas te faire épisode 1, dimension 1, épisode 2, dimension 2. Il te fait un split screen, c'est-à-dire qu'un split screen, c'est ton écran qui est coupé en deux et tu as deux événements qui se passent en même temps, l'un à côté de l'autre. Bon, ils ont créé une deuxième dimension. Puis d'un coup, ils vont en créer deux autres. Donc, merde, mon écran est divisé en 4. Puis en 8. Puis en 16. En 32. Donc à la fin, tu as 32 écrans avec toutes les variantes possibles de ce qu'il peut imaginer. Et le but de Rick à ce moment-là, c'est de réunir la dimension en une seule, parce qu'il dit, non, si on reste splitté en 32 dimensions, ça va plus être possible. Et donc, tu as des interactions entre les écrans. Ce qui fait, je pense sincèrement que tu peux passer 1 an à regarder l'épisode tous les jours, et tous les jours, tu découvriras des interactions, des idées qui sont menées de petit écran à petit écran, et des gags, parce que moi, c'est un épisode que j'ai vu plusieurs fois, et à chaque fois, je fais cet exo-là, quoi. De me dire, non, je vais pas me concentrer sur le truc dans sa globalité, je vais me concentrer sur l'écran en bas à gauche. Et tu te rends compte que l'écran en bas à gauche, il me l'installe des gags, donc t'as la réponse sur l'écran au milieu à droite. Donc c'est fou furieux, quoi. Donc t'as une folie créative comme ça, et c'est vraiment ce que toi et moi on cherche en art, j'imagine, c'est-à-dire que on n'est pas contre les références, le méta et le second degré, ça nous fait marrer. Oui. Nous aussi, on est des geeks à la base, donc voir des trucs de geeks, on se reconnaît là-dedans, on parle la même langue. Moi, ce qui me fait chier personnellement, c'est, je vais prendre un exemple à la con, genre Terminator Genesis. Quand je vais voir un Terminator Genesis et que, regarde, c'est marrant parce qu'on refait les scènes de Terminator 1. Ouais, mais je m'en fous, en fait. C'est pas ça que je veux. Si pour voir les scènes de Terminator 1, j'ai le Blu-ray, en fait, je regarde Terminator 1. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui a compris l'univers que j'ai aimé, qui se le réapproprie, et qui me propose autre chose à partir de là. Donc, ouais, Retour vers le futur, j'ai adoré Retour vers le futur, mais arrêtez de m'emmerder avec un 4e. J'aime bien la trilogie, et qu'on aille de l'avant. Et Rick et Morty, c'est un exemple concret d'œuvre. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de Rick et Morty, quoi. Ouais, moi aussi. Une autre œuvre qui avait pas ce niveau-là, je sais que tu l'as pas encore vue, mais je te le renvoie à toi, aux éditeurs, à la limite, c'est Spider-Man New Generation. Oui. Tu vois, Spider-Man New Generation, ça fait partie des trucs où, voilà, moi c'est ça que je veux. Une réinvention de Spider-Man, je suis à nouveau surpris, et en même temps, j'ai quelqu'un qui a compris ce que j'aime chez Spider-Man, quoi. On a fait le tour ? On a fait le tour. Voilà, écoutez, chers auditeurs, je vous remercie énormément de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous, on a eu à faire ce podcast. À nous écouter. Du coup. Je vous invite à le partager, à faire la promo de X, et n'hésitez pas surtout à jeter un coup d'œil à notre Tipeee, parce que X, c'est une association qui a énormément de projets, ce qui fait qu'un petit coup de pouce financier, ce serait très bienvenu de votre part, surtout que Tipeee, il y a des contreparties, c'est vachement sympa, vous connaissez, je vais pas vous l'apprendre. En tout cas, voilà, moi je compte sur vous, on vous aime très très fort, on aime encore plus fort les tipeurs. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, les tipeurs c'est un truc en plus. On vous force pas, mais les tipeurs il y a un truc en plus. Donc sur ce, prenez soin de vous, regardez des films, et puis à la prochaine, salut. On vous aime. Merci Cyril, au revoir.
Smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad.